J'ai été non-binaire de début lycée jusqu'en 2020, je dirais. J'ai utilisé les pronoms il et yel. Après, finalement, c'est passé. Enfin, j'ai fini par ne plus en voir l'utilité. Peu importe si je me dis non-binaire, que je me dis que je suis un pélican ou quoi que ce soit, ça n'empêchera pas le fait que la société me perçoit en fonction de mon sexe. Si mes parents étaient totalement d'accord avec tout ce discours, toute cette idéologie, que je leur ai dit tout petit que je suis une fille manquée, peut-être, vraiment peut-être qu'on m'aurait mis sur bloqueur de puberté, peut-être qu'on m'aurait mis sous hormones croisées, peut-être aussi que j'aurais fait une vaginoplastie et je pense qu'à l'heure actuelle j'aurais profondément regretté. Bienvenue dans l'émission Contre-discours sur les questions de genre. Nous sommes Dora Muto et Marguerite Stern, autrices du livre Transmania. Dans le prolongement de ce travail, nous accueillons sur notre chaîne YouTube Feméliste des personnes au discours dissident sur les questions de genre. Aujourd'hui, nous recevons Léane. Léane est un jeune homme membre du collectif LGB Alliance. LGB Alliance est un groupe fondé en 2019 au Royaume-Uni, dont le but est de défendre des personnes homosexuelles et bisexuelles à se définir comme attirées par le même sexe. Car il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, le mouvement transgenriste s'est totalement infiltré dans les communautés gays, à tel point que les lettres L, G, B et T sont devenues indissociables, et à tel point que les lesbiennes sont par exemple aujourd'hui sommées d'accepter d'avoir des relations avec des femmes à pénis. L'autre problème que pose l'idéologie transgenre pour les personnes homosexuelles, c'est qu'elle se présente parfois comme une solution pour échapper à son homosexualité. Parmi les personnes transgenres, certaines transitionnent par homophobie internalisée. Par exemple, la journaliste Anna Barnes a révélé qu'à la clinique du genre anglaise Tavistock, plus de 60% des petits patients accueillis se sont finalement révélés être homosexuels. Certains soignants de cette clinique ont également révélé de façon anonyme que des parents leur avaient dit être soulagés que leur enfant soit trans et pas homosexuel. Nous allons donc discuter de tout ça avec Léane, qui en plus de faire partie du collectif LGB Alliance, a aussi été tentée de transitionner justement pour les raisons que nous venons d'évoquer. Nous allons le laisser nous expliquer tout cela. Léane, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire pourquoi vous avez accepté de venir vous exprimer à notre micro ? Alors, en premier lieu, c'est parce que j'avais déjà prévu cette année de me dévoiler un peu plus sur les réseaux sociaux, dont notamment YouTube, sous ma véritable identité et avec mes prises, comment expliquer ça ? Avec mes véritables positions sur certains sujets. L'année dernière, j'avais déjà été interviewée par Sophie Robert. Et donc, je m'étais dit que l'année prochaine, il fallait que je continue cette expérience. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai accepté. C'est pour continuer à parler de mon parcours, d'ancienne personne trans qui maintenant aujourd'hui est devenue un homme gay critique du genre. Super. Donc vous avez pendant un certain temps ressenti un certain mal-être à être un garçon. Pouvez-vous nous raconter comment cela a commencé et qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui et ce que vous ressentiez à l'époque ? Eh bien, au tout début, je dirais que ça a commencé par mon appareil génital, parce que la croissance, ça se fait pas quand on a 8 ans. Donc ça a été ça mon tout premier malaise physiologique. Je me rappelle très bien d'un jour où, pendant les vacances, mon frère il m'avait posé la question quand tu auras 20 ans, comment est-ce que tu te vois ? Et moi je lui ai répondu que quand j'aurai 20 ans je serai une femme, que je n'aurai plus de pénis, plus de testicules et que j'aurais fait une vaginoplastie.
Je ne savais pas comment, je ne m'étais pas du tout renseignée, mais j'avais imaginé que dans le futur, on aurait inventé quelque chose pour qu'on puisse changer de sexe. Donc c'est ce que je lui avais répondu. Ensuite, cette dysphorie génitale, ça ne s'est pas arrangé avec le temps et ça s'est même renforcé, surtout à cause, on va dire, d'une relation que j'ai eue avec un autre petit garçon. En gros, c'était le fils d'un ami de mes parents. Et quand on se voyait, on jouait aux jeux vidéo, on se chahutait, mais aussi, ça arrivait qu'on jouait à des jeux de rôle. Et comment dire, dans ces jeux-là, je jouais le rôle de la femme et lui de l'homme. Et donc, concrètement, on avait des rapports assez sensuels, pas sexuels. Et donc, du coup, pendant ces moments-là, il me jouerait au féminin. Et forcément, oui, ça m'a excitée. Ça m'a excitée et puis ça a renforcé encore plus cette idée et cette envie plus tard d'avoir une vulve, concrètement. Et oui, donc oui, pour savoir, en fait, cette relation, ça a commencé quand je suis rentrée début collège, donc quand j'étais en 6e, et elle s'est finie quand j'étais en 4e. Et donc du coup, pendant tout ce temps, j'avais justement aussi découvert la masturbation. Et j'avais trouvé une technique, enfin une façon de faire qui donnait cette impression que je me faisais pénétrer par devant. Donc du coup, je m'allongeais et puis je faisais des va-et-vient et puis ça donnait un petit peu ces sensations que je me faisais pénétrer et c'est concrètement de l'autogynéphilie. Pour les personnes qui savent pas ce que c'est tout simplement des garçons ou des hommes qui ressentent de l'excitation sexuelle en s'imaginant être du sexe opposé. C'était carrément ça que je faisais. À chaque fois que je me masturbais, je faisais d'une certaine manière et je m'imaginais être une femme. Et ouais, ce comportement autogynéphile, ça a continué et puis ça s'est stoppé fin collège, donc en 3e. Après, j'ai eu d'autres choses qui sont arrivées, parce que forcément, quand on a 13, 14, 15, la croissance arrive, les hormones se développent. Et j'ai eu une deuxième dysphorie, et ça a été plus par rapport à la voix. La chose à savoir, c'est que depuis tout petit, j'ai toujours aimé chanter, tout simplement parce que je vis dans une famille de musiciens. Je suis née avec la musique, j'aimais beaucoup chanter et danser. Et donc, pendant cette transformation, je me suis rendu compte que j'avais perdu ma voix juste, ma voix aiguë. Et en plus, à ce moment-là, quand je m'étais rendu compte de ça, j'étais dans un club musique et j'étais chanteur. Et quand je me suis rendu compte de ces changements, ça m'a fait beaucoup de mal. Après, j'ai essayé de travailler dessus, j'ai essayé de vivre avec, mais c'était quand même très compliqué. Et donc du coup, à la fin du collège, j'ai non seulement arrêté la musique, j'ai arrêté de chanter en public, mais en plus, j'ai arrêté de chanter tout court. Voilà, j'étais pas bien, j'étais un petit peu en colère avec ce corps. Je me disais, mais je savais chanter, j'avais une voix juste et ce corps, il m'a un petit peu... en fait, il m'a un peu... Trahi, c'est ça, oui. Il m'a dit, non, tu auras une voix un peu plus grave et tu n'atteindras pas les notes d'avant. Donc, ça m'a fait du mal. Et donc, oui, j'ai arrêté de chanter. J'ai arrêté de chanter. J'ai arrêté de chanter en public et je chante, par contre... seule, en privé, il faut qu'il y ait personne, parce que j'ai honte et parce que je veux pas qu'on m'entende quand j'ai des fausses notes. Donc, tu as encore une voix assez féminine. Ah oui, on me le dit beaucoup, énormément, même encore aujourd'hui. Quand je suis au téléphone, on me dit madame. Mais quand je discute avec des gens dans la rue, on me dit madame. Vraiment, c'est... Donc oui. En vrai, ça va, j'ai pas non plus une voix extrêmement grave. Par contre, je peux descendre plus bas.
ça c'est possible. Voilà. Donc le sexe, la voix. Ensuite, ça a été la taille. Je me suis rendu compte que je grandissais assez vite. Et ça m'a beaucoup gênée, parce que j'ai beaucoup d'amies filles. Et ouais, je remarquais que je commençais à devenir plus grand qu'elles. Et ça me gênait, parce qu'avant, j'étais vraiment presque à égalité. Et ouais, le fait de me voir grandir, ça m'a mis mal à l'aise. Ça m'a mis aussi en colère, parce que je ne voulais pas être grand. Je voulais pas être grand parce que je suis quelqu'un d'introverti, je suis quelqu'un d'assez discret et silencieux. Et le fait d'être grand, ça m'empêche de me fondre dans le décor. Et donc, ce que j'avais fait pour essayer d'atténuer ou d'empêcher cette croissance, c'était de fumer. Donc, c'est ce que j'ai fait à partir de 16 ans. J'ai commencé à fumer, en me disant, peut-être que ça va stopper. Et j'avais fumé parce que mon frère, il me disait qu'en fumant, ça allait arrêter. Donc, je l'ai cru, j'ai fumé. Ça n'a pas donné grand-chose. Maintenant, je fais 1m82, 83. Bon, c'est comme ça. Ensuite, après la taille, ça a été la pilosité. Alors, les jambes et tout le reste, ça ne m'a pas dérangé. Par contre, le visage, c'est insupportable. Je ne pouvais pas le supporter. Et j'en avais marre parce que je voyais que mes camarades féminines n'avaient pas ça et moi je l'avais et j'en voulais pas non plus. Après la pilosité, il y a aussi eu la poitrine parce que je voulais avoir des seins. Bref, ça a été au fur et à mesure. Quand mon corps s'est transformé, je me suis rendu compte que je veux pas ça. Et ça a été compliqué, concrètement. Donc, je pense que c'est tout ce qu'il y a à dire, à peu près. Et alors, selon vous, quelles sont les causes de ce mal-être? Comment est-ce qu'elle est arrivée, cette dysphorie? Pourquoi est-ce qu'elle était là? Pourquoi? Je pense que c'est à cause des stéréotypes. Des stéréotypes de genre. Depuis tout petit, comme n'importe quel petit garçon, on nous façonne d'une certaine manière et on nous donne accès à certaines choses et d'autres dans lesquelles on n'a pas du tout accès. Donc, par exemple, évidemment les vêtements. Moi, je me rappelle très bien quand j'avais 6 ans, le fait de voir des personnes de mon sexe opposé pouvoir porter des choses très jolies comme des robes, des jupes, avoir des cheveux longs. Je voulais la même chose, mais je ne pouvais pas. Parce qu'on m'a bien fait comprendre que toi, ton rôle, c'est ça. Tu dois être le fils de Mars. J'aime bien utiliser cette métaphore parce que c'est un peu le symbole qu'on nous assigne quand on apprend notre sexe. Et d'ailleurs, c'est pas quelque chose qui est anodin de dire d'assimiler les garçons avec le dieu Mars, parce que le dieu Mars, c'est la guerre. C'est le dieu de la guerre, c'est le dieu il représente la force, il représente toutes les caractéristiques de la virilité. Le fait de dominer des espaces, le fait de dominer la parole, bref, toutes ces choses-là, il y avait certains trucs qui me plaisaient, le fait de me bagarrer, etc. Mais sinon, à part ça, en grande majorité, je préférais plutôt faire des activités féminines parce que je suis de nature assez calme. Donc, de manière générale, à l'école primaire, je fréquentais surtout des filles parce qu'elles aimaient la corde à sauter, elles aimaient jouer à la marelle, elles aimaient discuter, jouer à la poupée. Ça me faisait beaucoup plaisir parce que ça, c'était vraiment des jouets que je ne pouvais pas avoir chez moi. Donc, j'en profitais un maximum. Et quand on n'avait pas poupée, je dessinais des personnages et puis on courait dans la cour avec mes dessins. Et d'ailleurs, comment expliquer ça?
En fait, aller à l'école, c'était au début les seuls moments où je pouvais me sentir pleinement moi-même. Parce que même si mes camarades, ils me faisaient un petit peu vivre l'enfer, enfin certains, parce que j'étais pas dans les normes, donc je suis un monstre, donc il faut me persécuter. Hein. Il y avait quand même quelques-uns qui acceptaient cette différence, et c'était surtout des filles. Et aussi les professeurs, donc, qui sont les adultes, hein, ils me jugeaient pas non plus. Et parfois, ça arrivait même que les maîtresses lâchaient leurs cheveux et puis demandaient aux jeunes filles, et puis moi aussi, de leur faire des tresses, etc. Donc l'école, c'était vraiment l'endroit où je pouvais vraiment me sentir pleinement moi-même, même si certains camarades ne m'aimaient pas, mais je m'en fichais. Vraiment, je m'en fichais. Je voulais vraiment en profiter un maximum. Après, ça a changé quand ma sœur est venue au monde. En fait, non seulement je pouvais faire des activités féminines à l'école, mais en plus à la maison, parce que le fait qu'elle existe, ça a été une bonne justification pour que je puisse jouer à la poupée, porter des t-shirts sur la tête et faire genre que j'avais les cheveux longs. Donc voilà, j'étais contente, ça m'a arrangé personnellement. C'est vrai que c'était assez égoïste de se dire ouais, j'ai une sœur, donc je vais pouvoir profiter d'elle. Je me rappelle de certains jours où quand on allait dans les magasins, je la manipulais, je lui disais prends ça, prends cette poupée, prends ce Ken là, il est pas mal, prends telle robe, prends tel truc, parce que comme ça, quand on rentrait, ça me permettait d'avoir des poupées qui me plaisaient pour jouer avec elles. Et voilà. Après, je m'étais rendu compte d'un truc. C'était que même si je pouvais faire ce que je voulais, je ne pouvais pas le faire tout seul. Il fallait absolument qu'il y ait une présence féminine pour que pour que les autres puissent m'autoriser à faire des activités féminines. Donc en fait, c'était comme si j'étais un peu esclave des filles pour être moi-même. Et donc, c'est à partir de là que je me suis dit, mais en fait, je suis une fille manquée. En fait, le seul moyen, la seule façon de pouvoir être pleinement moi-même et d'embrasser totalement cet univers considéré comme féminine, c'était d'être une fille. Donc du coup, voilà, je me suis dit fille manquée. Et je crois que c'était tout. Ouais. Et alors, comment se comportaient vos parents face au fait d'avoir un petit garçon qui avait des goûts plutôt liés aux stéréotypes féminins? Au tout début, ça a été... au tout début, ils ont essayé de me mettre dans une certaine case. Après, ils se sont rendus compte que j'étais pas comme les autres, donc ils ont essayé de me donner des choses petit à petit, genre des figurines de princesses. Parfois, j'ai ramené même des coloriages de fées, de sirènes pour Disney, donc ça, on me laissait faire. Je pense en fait qu'au fur et à mesure, ils ont fini par accepter un petit peu cette part de féminité, parce qu'en fait, en allant à l'école et en fréquentant des filles, j'ai importé ma socialisation féminine. Donc du coup, ils n'ont pas trop eu le choix, ils ont un petit peu accepté. Et ça s'est encore plus renforcé lorsque ma sœur est arrivée, donc ils ont dit bon, ok, allez, vas-y, ta sœur est là, donc vas-y. Après, plus j'ai commencé à grandir et plus ça s'est plus renfermé. Enfin, ils ont été un peu plus stricts envers moi. Et donc, pendant toute la période collège, j'ai arrêté. J'ai complètement nié cette partie de moi. Et ensuite, au lycée, j'avais vu une émission de C'est mon choix. Ils ont interviewé des personnes qui se disent androgynes, des femmes comme des hommes. Et du coup, j'ai pu poser un mot sur ce que j'étais. Donc j'ai abandonné le terme fille manquée et je me suis dit, je suis androgyne. Et mais par contre, comment expliquer ça ?
Je le disais, mais je le montrais pas non plus, enfin pas énormément. C'était vraiment uniquement à des occasions, surtout quand je voyais des potes gays sur Paris. Sinon à l'école, j'étais vraiment très discret. Après, je me rappelle d'un jour où j'ai un petit peu dépassé la limite qu'on m'avait posée. C'était pour mes 18 ans. Mon père avait loué un local qui n'était pas loin de chez nous. Et en fait, pour ces 18 ans, je voulais absolument être moi-même. Donc du coup, j'avais essayé des robes de ma mère avec ma petite sœur. Et donc, quand j'ai essayé les robes de ma mère, je me suis sentie extrêmement bien. Parce que c'était la première fois que je portais une robe et que j'avais toujours imaginé depuis tout petit de porter ça. Et le fait de le porter, je me suis enfin sentie à l'aise. Enfin, j'avais l'impression que toutes les planètes étaient alignées, que qu'un équilibre mental s'est installé. Et donc oui, je m'étais dit, il faut absolument que j'en porte. Donc je l'ai porté pour mon anniversaire, dans ce grand local avec plein de gens, avec plein de musique. En plus, tout le monde attendait ma transformation. Parce que du coup, au début, je ne l'avais pas fait, j'étais normale, parce que mes parents m'avaient accompagnée. Et après, je me suis transformée dans un endroit secret. Et après, tout le monde m'avait applaudi. Et quand ils m'ont vue avec cette belle tenue, ils ont été très surpris et aussi très contents parce que du coup, ils m'ont vue sur mon véritable jour. Et donc, du coup, je me suis amusée comme un fou. Et pendant la soirée, mon père est revenu parce qu'il avait ramené un truc pour le café, pour le lendemain. Et il a été surpris de me voir avec cette tenue. Donc, il n'a rien dit au tout début, il est reparti. Mais à la fin, lorsque tout le monde est parti, lorsqu'on a rangé le local, etc., il m'avait dit quelque chose d'assez violent en voiture. Il m'avait dit, mais en fait, ça serait bien que tu te soumettes un petit peu aux normes, parce que ça va pas du tout. C'est pas normal, en fait, ce que tu fais. Donc, ce genre de phrase, ça a un petit peu participé à ce malaise. Après, il y a aussi autre chose que je souhaiterais ajouter. C'est le fait qu'à la télévision, dont notamment les dessins animés, etc., il n'y avait pas de... Enfin, il y avait très très peu de personnages masculins qui ont une expression vestimentaire plus féminine. Les seuls que j'ai en tête, c'est le personnage de Candy dans Les Zinzins de l'espace, Ogi dans Ogi et Cafard, Aku dans le manga Naruto, mais c'est tout. À part ça, il n'y avait pas assez de représentation. Et donc du coup, les seules figures dans lesquelles je me sentais obligée de m'identifier, c'était des femmes hétérosexuelles, parce qu'il n'y avait que ça. Il y avait un peu que ça. Donc vous dites avoir manqué de modèles homosexuels. Quand avez-vous commencé à avoir accès à ces modèles et qu'est-ce que ça a changé pour vous? Le premier personnage gay et le premier couple gay que j'ai découvert à la télévision, c'était le personnage de Kurt et Blaine dans la série Glee. Ça m'a fait un bien immense. Parce que auparavant, j'en voyais pas du tout. Donc non seulement dans les médias, comme dans la vie réelle. Et donc, le fait de ne pas pouvoir ça, avant, je me disais, en fait, c'est quelque chose qu'il faut cacher. C'est quelque chose qu'il ne faut pas parler. Et quand j'ai vu ce couple à la télé, je me suis dit, mais s'il le montre, ça veut dire que c'est pas si grave que ça d'être attiré par le même sexe. Alors pourquoi en faire tout ça en plein? Donc le fait d'avoir vu ce premier couple, ça m'a fait beaucoup de bien et ça m'a aussi donné le courage d'accepter et d'assumer mon homosexualité. Et c'était à la suite de ce visionnage de cette série que j'ai fait mon coming out en 4e. J'en ai parlé avec une amie qui en a parlé avec quelques d'autres personnes. J'ai fait mon coming out à d'autres personnes aussi.
Et Alors c'était coming out gay, pas coming out trans. Hein. ouais, c'était gay, ouais. Pour nous soutenir, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, de liker cette vidéo, de la partager sur vos réseaux, d'activer la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Et si notre travail vous plaît, et si vous souhaitez nous encourager à continuer, vous pouvez nous faire un don sur le lien en description. Alors moi, j'aimerais revenir sur l'histoire du coming out. Oui. Il y a eu le coming out gay, et puis à un moment, il y a eu le coming out trans aussi, femme, non-binaire, je ne sais plus. Ouais. C'était vers quel âge, à quelle époque, comment est-ce que ça s'est passé, combien de temps est-ce que ça a duré? Est-ce que vous pouvez nous expliquer? Alors, donc j'avais commencé par me dire fille manquée, mais ça, je le disais que à mes camarades. Et ça, ils me l'ont accepté facilement. Mais j'en parlais pas à tout le monde, quoi. Au collège, je m'étais dit donc, gay. Et ouais, de manière générale, ça s'était très bien passé. Après, ça s'est un petit peu... comment dire? En gros, j'ai une réputation qui s'est créée parce que du coup, parce qu'en gros, il y avait des garçons qui m'ont posé la question est-ce que j'étais gay? J'avais dit oui. Voilà. Parce que grâce aux séries, grâce à la représentation des couples gays, donc je me dis, bah, j'ai rien à cacher, donc je dis. Et ouais, en fait, ce coming out avec mes amis et à tout le collège, bah, ça a fait que bah, tout le monde était au courant. Et je me rappelle d'un jour où il y avait une foule immense qui était juste derrière moi. Et comme de par hasard, ils m'avaient amené mon crush, comme de par hasard, et ils avaient dit que oui, c'était ce garçon qui était célibataire et que ce serait ton futur mari, etc. Donc ils n'ont pas arrêté de m'embêter pendant tout le reste de l'année de troisième avec lui. C'était très gênant. Ensuite, après ça, en seconde, c'est là où j'ai regardé l'émission C'est mon choix sur les androgynes. Donc là, je me suis dit, androgyne, j'en ai parlé à mes amis, tout le monde était au courant, c'était super. Et ensuite, quelques années plus tard, donc 2017-2018, c'est là que j'ai entendu parler de non-binarité. Et j'ai regardé les définitions, j'ai regardé les drapeaux, je me suis dit, c'est très joli, j'aime bien la signification, ne se reconnaît pas dans le genre féminin, ne se reconnaît pas dans le genre masculin. Donc voilà, j'ai accepté cette nouvelle identité. J'ai fait mon coming out à ma petite sœur. Je lui ai dit que j'étais non-binaire et que c'était pour ça que depuis tout petit, je lui disais faut que tu achètes ça, faut que tu achètes ça. C'était parce que je suis aussi une femme dans ma tête. Donc voilà. Et donc du coup, elle a accepté. Après, j'en ai pas parlé à mes parents. Par contre, ils étaient au courant que j'étais un petit peu pas conforme, quoi. Mais ils pensaient que ce serait une phase. Donc oui, j'ai été non-binaire de début lycée jusqu'en 2020, je dirais. 2020, j'ai utilisé les pronoms il et yel. Après, finalement, c'est passé. Enfin, j'ai fini par ne plus en voir l'utilité. J'ai fini par me dire, de toute façon, peu importe si je me dis non-binaire, que je me dis que je suis un pélican ou quoi que ce soit, ça n'empêchera pas le fait que la société me perçoit en fonction de mon sexe, me perçoit comme un mâle adulte humain et donc me traite en tant que tel. Et tous ces artifices et toutes ces proclamations ne changera rien en fait que les gens me voient tel que je suis, c'est-à-dire un homme qui est féminin, c'est tout. Donc du coup, j'ai accepté ça. Voilà, je me suis dit, en fait, je suis un homme, mais c'est juste que je suis pas comme les autres. Voilà, mais ça veut pas dire que je suis une femme, ça veut pas dire que je suis non-binaire, c'est juste que ça fait partie de ma personnalité. Est-ce qu'il y a des contenus, des choses qui vous ont impacté pour que soudainement, cette idéologie transgenre, non-binaire, etc., vous paraisse plus très utile dans votre parcours? La première vidéo critique du genre que j'ai vue, c'était donc pendant que j'étais au collège, pendant que je me disais non-binaire. Non, pas au collège, pardon, au lycée. Ouh là là. Pendant que j'étais au lycée, j'étais en première et j'avais découvert une vidéo de Antasésia ça s'appelait Suis-je une vilaine TERF?
une vidéo de 44 minutes dans laquelle elle a tout dit ce qu'elle pensait concernant la transidentité. Qu'est-ce qu'elle disait dedans? En fait, elle parlait des compétitions sportives et du fait que c'était injuste de mettre des femmes trans avec des femmes et que même en prenant des hormones, c'était pas suffisant pour qu'il y ait une parfaite égalité. Elle a aussi parlé des prisons, du fait que parfois il y a des hommes qui profitent que dans l'idéologie queer, on dit qu'une femme c'est un sentiment pour se déclarer femme et puis aller dans des prisons pour femmes et pour faire des choses pas très correctes, quoi. Et aussi par rapport au fait que les lesbiennes sont forcées d'être attirées par le sexe opposé pour être inclusives. Donc oui, cette première vidéo, ça a été un choc. Je me suis dit, mais quoi? Enfin, j'étais pas du tout au courant des dessous de la transidentité. Donc voilà, c'était la première vidéo. Ensuite, quelques années plus tard, 2 ans après, j'ai écouté le podcast Rebelle du genre, et donc là, c'était encore une deuxième révélation, une deuxième claque en pleine tête. Donc voilà, j'ai écouté les témoignages de toutes ces femmes, de leur parcours, de ce qu'elles pensent, et donc et en plus à ce moment-là, je continuais toujours à me dire non-binaire, et puis au fur et à mesure, à force d'écouter toutes ces histoires, leur point de vue, j'ai fini par dire mais en fait, ça sert plus à rien. Enfin, je n'en voyais plus l'utilité. J'étais vraiment convaincue par ce qu'elle disait. Et ensuite, pour finir, ça a été votre contenu, à vous Dora. Donc c'était en 2021. En plus, j'avais coupé les ponts avec un groupe d'amis gays que je m'étais fait en 2016, parce que j'en avais marre de leur discours trop, pro-genre, pro-auto-identification. Ça me saoulait un petit peu. Et oui, j'avais vu plusieurs comptes queer qui disaient que vous étiez pour la thérapie de conversion des personnes qui se disaient trans, parce qu'en fait, vous remettez en question la loi de 2021 qui interdisait les thérapies de conversion pour les homosexuels et pour les personnes qui ont une identité de genre non conforme. Et c'était ça. Donc au début, je voulais y croire. Je m'étais dit c'est pas sympa. Et puis je me suis dit non. Il faut pas que je fasse comme un mouton et que je suive la masse. Il faut que je me renseigne par moi-même. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je suis allée sur votre compte Instagram. J'ai écouté toutes vos stories et je me suis dit, il n'y a rien de grave. Hein. Tout ça pour ça. Tout ça pour ça. Et donc, ça m'a permis encore plus de me distancer du mouvement queer. Pour donner juste un tout petit peu de contexte pour que les gens comprennent. Oui. Donc effectivement, il y a une loi qui est passée en 2022. Oui. C'est une loi qui interdit les thérapies de conversion pour les personnes homosexuelles et pour les personnes dites trans. Donc en fait, dans la loi, ils ont rajouté identité de genre. Oui. C'est-à-dire qu'il y aurait cette idée qu'il y aurait des conversions forcées de personnes trans vers des personnes donc dites cis, ça c'est le vocabulaire transgenriste, donc de personnes non trans. Et moi, j'avais milité contre cette loi pour la bonne raison que cette loi empêche les psychiatres de faire un bon travail. C'est-à-dire que quand un psychiatre reçoit une personne qui se dit trans ou qui dit avoir une dysphorie de genre, aujourd'hui, le psychiatre va avoir du mal à faire, en fait, tout simplement une thérapie exploratoire pour voir pourquoi cette personne se dit trans ou se pense du sexe opposé. Si un thérapeute, un psychiatre, un psychologue fait cette thérapie exploratoire, on risque de lui reprocher de faire une thérapie de conversion. Et donc, par conséquent, je trouvais cette loi extrêmement dangereuse, ce qui fait qu'effectivement, aujourd'hui, on se retrouve avec énormément de psys qui sont trans-affirmatifs, c'est-à-dire que dès qu'une personne trans, dite trans, arrive dans son cabinet, il faudrait immédiatement la valider dans son genre autodéterminé, au lieu de peut-être la remettre en question
et d'aller creuser plus profondément. Et donc, effectivement, cette loi-là, je l'avais épinglée, j'avais écrit effectivement à certains sénateurs, députés, en essayant d'alarmer sur ce fait, et j'avais subi une vague de harcèlement gigantesque en ligne de gens qui me traitaient d'homophobe, transphobe, etc., ne comprenant pas exactement ce dont je parlais. Et donc, c'est comme ça, effectivement, apparemment, que vous m'avez découvert. Donc, voilà, c'est ça. Un peu expliquer le contexte. Mais justement, à ce propos, je me dis que si mes parents étaient totalement d'accord avec tout ce discours, toute cette idéologie, et que je leur ai dit tout petit que je suis une fille manquée, que je leur dis ça, peut-être, vraiment peut-être qu'on m'aurait mis sur bloqueur de puberté, peut-être qu'on m'aurait mis sous hormones croisées, peut-être aussi que j'aurais fait une vaginoplastie parce que voilà, mes parents, les médecins, ils m'auraient affirmé mon ressenti. Et je pense qu'à l'heure actuelle, j'aurais profondément regretté. J'aurais détransitionné avec ce qui est possible de faire. Et j'aurais détruit mon corps pour rien, à cause de clichés, à cause de stéréotypes, à cause de manque de représentation. J'ai quand même évité une tragédie. Vraiment. Parce que justement, donc, vous avez souffert de dysphorie de genre pendant votre enfance, votre adolescence. Oui. Là, vous nous avez expliqué en quoi est-ce que pour vous le délire transgenre, non-binaire, IL, finalement était absurde. Mais on n'a pas parlé de la dysphorie de genre finalement. Est-ce qu'elle a fini par se résorber? Comment est-ce qu'elle s'est résorbée? Comment est-ce qu'elle est partie, cette dysphorie de genre? Eh bien, je dirais que c'est en ayant mes premiers rapports sexuels avec d'autres hommes. À l'âge de 18 ans, donc juste après mon anniversaire et le drame d'avoir porté une robe, je me suis inscrite sur des applications de rencontres pour hommes, Romeo, Grindr, voilà, etc. Et je voulais absolument faire ma première fois avec un homme plus âgé, plus expérimenté, plus mature. Donc voilà, j'ai cherché dans une tranche d'âge entre 30 et 40. Et j'ai rencontré un homme qui m'a fait découvrir le plaisir entre hommes et qui, par la même occasion, après il n'y a pas eu que lui, il y a aussi d'autres hommes, parce que j'ai continué, qui m'a débloqué, comment expliquer ça, je ne trouve pas mes mots, qui m'a un petit peu débloqué ce sentiment de dissociation de l'identité. De déconnexion du corps, en fait. C'est ça. Enfin, avant... Je ne sais pas si c'est ça, mais... Ouais, c'est en partie ça. En fait, avant, j'avais l'impression de ne pas vivre dans ce corps-là. Et le fait de coucher avec d'autres hommes, en fait, je me suis reconnectée à ma malité. Je me suis reconnectée à ma biologie maligne. Alors, la malité, est-ce que vous pouvez nous expliquer? La malité, je dirais que c'est la relation qu'on a avec notre biologie mâle. Elle se manifeste par plein de choses. Par exemple, parfois c'est des choses ridicules. Par exemple, faire pipi. Faire pipi, tu te rends compte que c'est ton sexe qui fait ce qu'il y a à faire. C'est surtout pendant les rapports sexuels. Parfois, lorsque je suis dans un groupe d'hommes et que je ressens une énergie commune, c'est ça, je dirais. C'est vraiment, en premier lieu, vraiment une expérience biologique et aussi une expérience sociale avec les autres personnes du même sexe. Voilà. Pensez-vous qu'il y a beaucoup de personnes qui transitionnent par rejet de leur homosexualité?
je pense. Ça ne m'étonnerait absolument pas. Parce que même si à l'heure actuelle, notre condition s'est beaucoup plus améliorée, on peut se marier, on peut fonder une famille, ça n'empêche pas le fait qu'il y a encore du harcèlement dans les collèges, lycées. Il y a des personnes qui se suicident. Même quand on fonde une famille, il y a toujours des problèmes. Enfin, je suis pas mal de personnes qui ont fondé une famille et qui racontent un petit peu leur quotidien, et c'est pas facile non plus, parce que le système a toujours du mal à prendre en compte qu'il n'y a pas que l'hétérosexualité dans la vie, et qu'il y a aussi les homosexuels, qu'on est là et qu'on existe, et que voilà, on mérite d'être inclus dans la société. Est-ce qu'il n'y a pas, même au sein du monde gay, oui, une forme de rejet des hommes très efféminés? Aussi, ouais. Enfin, certains. Il y a une certaine catégorie de mecs qui se disent masque for masque, masculin pour masculin. Après, de manière générale, personnellement, dans mon parcours, j'ai pas eu de mauvaise expérience avec ces mecs-là. Ils me laissent tranquille, je les laisse tranquilles. Quand je vais dans des bars, tout se passe bien, il y a pas de problème. Par contre, je dirais plutôt que c'est l'inverse. Pour moi, j'attire beaucoup de mecs, dont notamment des hétéros curieux. Je dirais que en ce moment, les personnes qui sont plus féminins, on est de plus en plus Sollicitées. Ouais, sollicité, oui. Bon, pour une certaine catégorie, mais ouais, plutôt sollicité, complimenté. Bon, parfois, évidemment, on me genre féminin, parce qu'on part du principe que parce que je me maquille, parce que je porte des bijoux, parce que voilà, tout ça, donc je suis non-binaire, donc je suis une femme, donc il faut me genrer au féminin. Bon, après, ça, j'ai l'habitude, hein, vraiment. Qu'est-ce que ça vous fait quand on dit ça? Vous êtes une femme parce que vous portez des bijoux? Ça m'énerve. Ça m'énerve parce que, en fait, c'est fatigant de constamment expliquer à mes semblables, et ouais, surtout à mes semblables, que non, enfin, ça veut rien dire. Après, les personnes qui sont hétérosexuelles, qui sont en dehors de la communauté LGBT, je comprends, parce que, enfin, ils n'ont pas été confrontés à ça, alors que la communauté LGBT, on a l'habitude. Et donc ça m'énerve un peu plus quand d'autres gays ils me disent mais t'es pas un travesti, t'es pas transsexuel, t'es pas ceci, t'es pas cela. C'est un petit peu énervant parce qu'ils sont censés savoir que il y a ce type d'homme qui existe, quoi. Alors vous faites partie de LGB Alliance. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est LGB Alliance? LGB Alliance, c'est une organisation qui lutte pour les droits des LGB, basée sur le sexe. Elle existe donc en partie pour ça, parce que les queers se sont permis, voilà, sans demander notre avis, ce qu'on en pensait, de changer, de modifier la définition de l'homosexualité, d'être gay, d'être lesbienne. Donc maintenant, selon leur dire, être homosexuel, c'est être attiré par toute personne du même genre que nous. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça le problème. C'est que dans leur univers, être un homme et être une femme, c'est un sentiment. Ça veut dire que absolument n'importe qui peut se dire homme et femme, c'est pas forcément obligé de cocher tous les stéréotypes. Si tu le dis, tu l'es. Et il faut pas le remettre en question. Et le problème, c'est que du coup, si cette règle s'applique dans le milieu homosexuel, ça veut dire qu'on se retrouve avec des personnes de notre sexe opposé dans nos espaces. Et donc non seulement ces personnes rentrent dans les espaces, en plus elles s'approprient nos termes, et en plus elles nous font la morale et comment expliquer ça,
nous font de la propagande hétérosexuelle, concrètement. Alors, pour que les téléspectateurs qui peut-être ne comprennent pas bien tout ça, ça voudrait dire concrètement que dans leur univers, vous seriez transphobe si jamais vous refusiez de coucher avec une femme devenue un homme. Donc nous, on appellerait cette personne une femme transmasculine, mais dans ce langage-là, c'est un homme trans. Donc si demain, dans une soirée, vous croisez un homme trans et que vous refusez de coucher avec donc cette personne qui a donc encore sa vulve, qu'est-ce qui se passerait? Je pense que du côté des gays, on est bien plus épargné par cette injonction à l'hétérosexualité. Contrairement aux lesbiennes qui s'en prennent plein la gueule depuis des années. Donc qu'est-ce qui se passe pour les lesbiennes, si vous pouvez un peu expliquer? En général, quand elles refusent, c'est un scandale. Donc il faut de coucher avec qui? Comment? Donc elles refusent de coucher avec qui pour que les gens comprennent? Eh bien avec un homme trans féminin, un homme qui se dit femme, quoi, concrètement. Donc oui, ça se transforme en scandale. Il y a, ça se chauffe sur les tweets. On fait des posts Instagram histoire de bien faire culpabiliser les lesbiennes qui sont pas gentilles. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi? Ah, j'ai oublié, merde. J'ai perdu la mémoire. C'est pas grave. Aujourd'hui, les militants transgenristes parlent parfois de préférence génitale. Ils ne veulent plus parler. Ils disent que l'orientation sexuelle, en fait, serait une préférence génitale, que les personnes homosexuelles, donc par exemple un homme qui a un pénis, qui n'est attiré que par des hommes qui ont des pénis, donc ce serait une préférence génitale, et que la préférence génitale serait transphobe. Que répondez-vous à cela? Eh bien, c'est homophobe. C'est homophobe parce que ce n'est pas comprendre qui nous sommes. Si je devrais comparer l'homosexualité avec quelque chose, ce serait la sexualité. Pour moi, l'homosexualité, comme l'hétérosexualité, c'est une forme d'asexualité. Parce que les personnes asexuelles sont des personnes qui n'éprouvent pas de désir sexuel pour les autres. Et les homosexuels et hétérosexuels, on est un petit peu des demi-asexuels. C'est-à-dire que notre attirance sexuelle et romantique n'existe pas pour un sexe précis. Les hétérosexuels, ils ne ressentent rien du tout, ils sont asexuels des personnes du même sexe. Et les homosexuels, nous, on est asexuels des personnes de notre sexe opposé. Donc en fait, nous reprocher qu'on soit attiré par le même sexe alors que c'est ça qui nous définit, je trouve que ça n'a un petit peu aucun sens. Surtout aussi que c'est... Moi, je trouve ça quand même assez... Enfin, c'est anti-progressiste, quoi, concrètement, parce que par le passé... dans de nombreux mouvements homosexuels, on était pour le fait qu'on respecte les orientations sexuelles de tout le monde. On proclamait Love is Love, peu importe avec qui tu aimes, qui tu joues, qui tu couches. Et là maintenant, on commence à juger, on commence à faire culpabiliser, on commence à manipuler. En fait, c'est un retour en arrière, quoi. C'est un retour en arrière. Tous ces efforts qui ont été faits, c'est un peu pour rien. Après, ce genre de comportement, ça se voit surtout dans le milieu lesbien. Après, nous, le milieu gay, on est un peu plus épargnés par ça, même s'il y a quand même quelques personnes trans sur Instagram ou sur TikTok qui font de la propagande hétérosexuelle, même si aussi dans du porno gay, j'ai remarqué qu'il y a de plus en plus de vidéos hétérosexuelles, donc des hommes qui couchent avec des hommes trans, et comme si c'était exactement la même chose que toutes les autres vidéos de rapport de même sexe. C'est-à-dire, pour expliquer aux gens qui nous écoutent, des hommes qui couchent avec des hommes trans, c'est-à-dire
des femmes qui ont été opérées ou pas? Oui, c'est ça. Qui ont été opérées donc par une phalloplastie? Non, de manière générale, il n'y a pas de... les acteurs trans ne font pas de phalloplastie. J'en ai vu juste un seul qui avait fait une phalloplastie. Mais sinon, le reste, ils gardent leur appareil génital. Après... Moi, pour les recherches du livre, j'ai justement été regarder un peu. Effectivement, il y a une forme d'industrie, parce que ça a l'air de plaire. En tout cas, apparemment, la catégorie trans est la 3e catégorie porno la plus regardée aux États-Unis. Donc normalement, originellement, c'est plutôt ce qu'on appelle des hommes she-male. En fait, ce sont des hommes qui deviennent visuellement des femmes, ils se font faire des faux seins, ils ont des cheveux longs, etc. Ils gardent leur pénis. Mais effectivement, il y a toute une nouvelle catégorie où on voit, c'est une catégorie effectivement de porno dit gay, même si en fait ce n'est pas gay, où on voit des véritables hommes gays, biologiques, qui vont coucher avec des femmes qui ont transitionné, donc c'est des femmes à barbe, qui gardent leur vulve. Et donc, il y a un certain nombre, effectivement, de femmes qui trouvent, qui deviennent des stars du porno dans cette niche pornographique spécifique. Et j'ai même vu des femmes qui gardent à la fois leur vagin, mais qui font en plus de ça une phalloplastie, c'est-à-dire que sur leur pubis, il y a une sorte de bout, une sorte de boudin qui ressemble à un pénis, et elles gardent en même temps leur vagin, et du coup elles sont double fonction, entre guillemets, vraiment hyper entre guillemets, et effectivement, il y a, cette niche se développe, et est qualifiée gay. Ouais, justement, j'avais vu aussi dans les commentaires pas mal d'hommes gays qui signalent, qui disent mais ça, c'est pas un rapport homosexuel. Qu'est-ce que ça fait là? Vraiment, qu'est-ce que ça fait là? Ça n'a rien à faire dans cette catégorie. Et la plupart, ils sont d'accord, d'autres qui commencent à les insulter, des transphobes, gros bigots, etc. Alors justement, comment est-ce que vous expliquez que finalement, dans les milieux gays, la position LGB soit si minoritaire en France aujourd'hui? C'est-à-dire que votre témoignage est assez exceptionnel en France. On n'entend pas beaucoup d'hommes comme vous dire ce que vous dites. Pourquoi? Je pense que c'est en premier lieu à cause de la peur. Je connais quelques mecs gays qui ont une position critique du genre, mais qui n'osent pas s'afficher. Aussi parce que c'est extrêmement mal vu de se dire qu'on appartient à la communauté LGB. Tout simplement parce que je pense que les queers ont réussi à nous diaboliser, à nous transformer comme une espèce de figure maléfique, à ne absolument pas... dans lequel il ne faut pas parler, il ne faut pas échanger, etc. Donc, je pense que c'est surtout à cause de ça. Mais à mon avis, puisque là, on est en train de mettre en place pas mal de choses dans les années à venir, de faire des vidéos, se montrer, etc., peut-être que ça donnera le courage à des LGB à venir nous rejoindre. Mais pour l'instant, ils ne peuvent pas se le permettre parce que je pense qu'ils attendent le signal. Donc c'est un parcours semé d'embûches. Il faut faire un coming out et puis maintenant un coming out LGB par-dessus le marché. Ouais, c'est ça. D'accord. Vous avez des projets avec LGB Alliance? Oui. Alors, le truc à savoir, c'est que j'ai créé le collectif LGB. Ça fait 1 an que j'ai créé ce compte Instagram et ce compte Twitter. Je l'ai créé parce que, en fait, la LGB Alliance France n'était pas très active. Donc, pour combler cette absence, j'ai animé ce compte-là. Et j'ai pas mal de projets avec ce collectif. J'ai envie de créer notre Pride. La Pride LGB, j'ai envie de créer des drapeaux LGB, j'ai envie de créer nos propres sites de rencontres.
J'ai envie qu'on crée nos propres bars, nos propres boîtes de nuit, nos propres espaces de discussion, mixité comme en non-mixité. J'ai envie qu'on crée aussi des œuvres LGBT, de la littérature, de la peinture, tout ça. Et aussi un média disponible qui sera disponible sur YouTube, dans lequel il y aura des podcasts, on fera des interviews, on débattra sur plein de sujets qui nous concernent. Donc voilà, c'est plein de choses. Léane, merci beaucoup pour cet entretien. Nous espérons que de plus en plus de personnes homosexuelles oseront, comme vous, prendre la parole pour dénoncer l'entrisme du transgenrisme dans leur milieu. Merci encore. Merci à vous. Nous espérons que cet entretien vous a plu. Si vous souhaitez continuer à entendre des voix dissidentes sur les questions de genre, merci de nous soutenir en likant cette vidéo, en la partageant, en vous abonnant et en activant la petite cloche pour être prévenu de la mise en ligne de nos nouveaux contenus. Vous pouvez aussi nous faire un don, car produire ce type de contenu a un certain coût et nous prend du temps. Une autre façon de nous soutenir tout en apprenant, c'est de vous procurer notre livre Transmania, enquête sur les dérives de l'idéologie transgenre, paru aux éditions Magnus.